Alors, bonjour, bienvenue à cette troisième vidéo d'une série de 4 vidéos qui permet en fait le lancement de notre guide pratique sur la maladie artérielle périphérique, mieux connue sous le nom de la MAP. Alors, je me présente, Geneviève David, je suis vice-présidente du CA, de la Fondation canadienne de la santé vasculaire. En fait, cette fondation a mis sur pied justement ce guide pratique. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, on va vous présenter de manière plus générale le guide avec Andréane Michaud qui va nous faire une présentation de cette partie-là. Par la suite, on va avoir une présentation plus spécifique sous la thématique de l'activité physique et la MAP par Laurence Labrec et ça sera suivi par une courte période d'échange des questions que pourraient avoir des patients atteints de la MAP. Alors, je vous laisse avec Andréane Michaud pour la présentation plus générale du guide qui a été développé. Bonjour, merci beaucoup Geneviève pour l'introduction. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, de vous présenter le guide pratique sur la maladie artérielle périphérique. Mon nom, c'est Andréane Michaud. Je suis professeure adjointe à l'École de nutrition à l'Université Laval et chercheuse au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et au Centre de recherche Nutris. Donc, avant de débuter, je vais vous je vais vous dire quelques mots sur la Fondation canadienne sur la santé vasculaire. C'est une fondation qui a été créée à l'automne 2014 et c'est en 2017 qu'elle a obtenu son statut d'œuvre de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada dans le but de soutenir les patients à risque ou atteints de la maladie artérielle périphérique, qu'on appelle également MAP, que je vais aussi dire MAP au cours de la présentation. Donc, notre mission générale à plus long terme, c'est d'élaborer et d'offrir aux personnes souffrant de la MAP un programme de réadaptation vasculaire et c'est d'ailleurs un de nos mandats principaux présentement. Donc, qu'est-ce que la maladie artérielle périphérique? En fait, c'est une maladie qui touche près de 3 millions de Canadiens âgés de plus de 50 ans. Donc, c'est une maladie qui touche beaucoup de Canadiens. Et elle se caractérise par le rétrécissement des vaisseaux sanguins périphériques, plus particulièrement les artères. Et ce rétrécissement des artères-là va entraîner des symptômes qui vont varier en fonction de la localisation, mais aussi de la sévérité de l'atteinte. Puis, on dit qu'environ 10 à 30% des patients qui souffrent de cette maladie-là ont des symptômes classiques, c'est-à-dire qu'ils ont une douleur au mollet sous forme de crampe lorsqu'ils marchent et cette douleur-là s'atténue au repos. Donc, on appelle ça la claudication intermittente, qui est en fait une douleur qui entraîne une difficulté à marcher. Comme vous voyez ici sur l'image, là, c'est assez typique de cette maladie-là. Mais il y a quand même une grande proportion des patients qui souffrent de cette maladie-là qui n'ont pas de symptômes, qui sont asymptomatiques. Mais le fait de ne pas avoir de symptômes n'est pas sans conséquence, puisque cette maladie-là, ça augmente vraiment le risque de maladie cardiaque, mais aussi le risque d'accidents vasculaires cérébraux, aussi appelés AVC. Donc, comme c'est une maladie qui touche une grande proportion de la population canadienne, que les conséquences sont importantes sur la santé, on trouve que c'est une maladie importante et qu'on doit en parler davantage, qu'on doit parler de sa prévention puis également de son traitement. Et pour pouvoir en parler davantage, ça nous prend des outils pour mieux connaître cette maladie-là. Et c'est d'ailleurs en fait le premier mandat de la Fondation qui a été d'élaborer un guide d'information sur la maladie artérielle périphérique pour les patients, leurs proches, mais aussi pour les professionnels de la santé qui connaissent un petit peu moins cette maladie-là. Donc, les objectifs du guide sont d'aider le patient et ses proches à mieux comprendre la MAP, donc comment qu'elle se développe, quelles sont les conséquences sur la qualité de vie et comment je peux la prévenir et la traiter. Donc, c'est un guide qui a été réalisé à l'aide d'une vingtaine de personnes qui ont travaillé à la conception, la réalisation, soit dans la rédaction, la supervision, la correction et la relecture du guide. Et c'est un travail qui a été fait sous la direction du docteur Jean-Pascal Costa, de Madame Geneviève David, du docteur Gabriel Huard, de Madame Laurence Labrec et de moi-même.
Et on a travaillé en étroite collaboration avec un technopédagogue, Monsieur Gabriel Dumouchel, qui nous a vraiment aidé à vulgariser le plus possible les textes qu'on avait pour le guide, mais aussi les rendre le plus dynamiques possible. On a aussi travaillé en étroite collaboration avec Christine Saint-Onge, qui est une graphiste. Donc, elle nous a aidé avec la conception graphique, mais elle a aussi fait toutes les illustrations qui sont à l'intérieur du guide. Donc, elle a vraiment fait un travail remarquable. Je vais vous présenter quelques images dans les prochaines diapositives. Donc, le guide comprend 8 grandes sections qui ont tous été écrites par des experts dans leur domaine. Donc, que ce soit des médecins spécialistes en cardiologie, en radiologie, en médecine interne, en chirurgie vasculaire. On avait également 2 psychologues et 2 kinésiologues qui sont également experts dans la prise en charge de cette maladie-là. Donc, ici, je vous ai mis la liste des rédacteurs ainsi que le titre de chaque section. D'abord, la section 1 présente qu'est-ce que la maladie artérielle périphérique. Donc, je vous en ai parlé très, très brièvement dans l'introduction, mais si vous voulez avoir plus de détails, cette section-là, elle explique très bien. Ensuite, la section 2, qu'est-ce qui se passe dans mes jambes? En fait, ça nous explique comment cette maladie-là va se développer. La section 3, quels sont les facteurs de risque de la maladie artérielle périphérique? Donc, on peut penser, par exemple, au tabagisme, aussi le fait d'avoir de l'obésité et les complications associées à l'obésité, comme le diabète de type 2, une hypertension artérielle, l'inactivité physique. Ce sont tous des facteurs là, qui sont discutés dans cette section-là. La section 4 nous présente comment on fait le diagnostic de la maladie artérielle périphérique, donc quels sont les outils, mais aussi les équipements médicaux qui sont utilisés pour faire le diagnostic. La section 5 nous présente de quelle manière la MAP influence notre vie de tous les jours. Donc, c'est une section super intéressante qui nous parle vraiment de l'effet de cette maladie-là sur la qualité de vie, mais aussi l'effet de comment le fait de changer nos habitudes de vie peut améliorer notre qualité de vie également. La section 6 vous présente comment ça se traite, donc nous présente les principaux traitements, que ce soit par les habitudes de vie, le traitement médical avec les médicaments, mais aussi les traitements chirurgicaux qui sont possibles dans les formes les plus sévères. La section 7, que puis-je faire de plus, qui a été écrite en partie avec Laurence Labrec, qui présente juste après moi les grandes lignes de cette section-là, vraiment les bienfaits de l'activité physique dans un contexte de la maladie artérielle périphérique. Et la section 8 vous présente les outils pour nous aider dans ce programme d'entraînement-là. Donc, ça peut être le tapis roulant, par exemple, le vélo stationnaire et une foule d'autres outils. Donc, vous voyez que le guide fait un tour complet de cette maladie-là, allant vraiment à qu'est-ce que cette maladie-là est, comment on peut la traiter, comment on peut la prévenir. Donc, je vous encourage fortement à aller downloader en fait le guide qui est sur notre site web de la Fondation. Et même si vous êtes un professionnel de la santé aussi, d'encourager vos patients à aller lire le guide, puisqu'il y a vraiment une foule d'informations qui sont utiles. Ce que j'aime particulièrement, moi, du guide, d'abord, ce sont les illustrations, comme je mentionnais, qui ont été conçues spécifiquement pour le guide par Christine Saint-Onge, qui est graphiste. Donc, ça nous aide vraiment à aller comprendre davantage les concepts clés de chaque section du guide, puis aussi à mieux comprendre certaines idées. Donc, je vous ai mis des exemples. Ici, vous avez la figure 1, le système cardiovasculaire et les poumons, là, comment ça fonctionne. Il y a aussi ici une figure, la figure 2 du guide, qui montre l'obstruction d'une artère périphérique. Donc, un petit peu comment que la maladie va se développer. D'autres belles images ici qui ont été conçues par la graphiste. Ici, la figure 4, ce sont les principaux facteurs de risque de la maladie artérielle périphérique. Donc, vous voyez qu'en regardant les images, on comprend tout de suite de quoi il s'agit, le tabagisme, l'hypertension, l'hérédité, par exemple.
Et la figure 5, un autre exemple, ici on voit l'outil de mesure pour vraiment faire le diagnostic de la maladie artérielle périphérique, qui est l'indice tibio-huméral, qui peut être un concept assez complexe à comprendre, mais que lorsqu'on a cette figure-là pour appuyer un peu le texte, c'est vraiment plus facile à comprendre. Un autre élément que j'aime particulièrement du guide, ce sont que les messages importants de chaque section ont été résumés et sont résumés par un personnage qui s'appelle Tim, que je vous ai mis ici, et qui revient à chaque section. Et donc, quelqu'un qui voudrait pas lire en détail chaque section du guide, ben, il y a un résumé qui se trouve dans un encadré rouge qui nous permet vraiment d'aller voir les grandes lignes de chaque session et qui nous montre qui nous donne les éléments essentiels de chaque section. Et un autre élément que j'aime particulièrement, ce sont que les textes ont été écrits par des experts et qui sont appuyés par la littérature scientifique. Donc, je trouve que c'est important parce que c'est une source d'information qui est fiable. Et si jamais quelqu'un a envie d'en apprendre davantage sur une des sections, ils peuvent se référer à la section, aux références qui se situent en fait à la fin du guide. Et vous allez pouvoir aller consulter les différents ouvrages qui sont présentés. Donc, je me joins à toute l'équipe de la Fondation pour remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation et à la mise en place du guide pratique sur la maladie artérielle périphérique, dont les rédacteurs qui sont ici mentionnés, les gens qui ont supervisé le travail, les réviseurs qui ont fait un travail très significatif pour vraiment nous aider à améliorer le contenu et le rendre le plus simple et le plus accessible possible. Je remercie également Gabriel Dumouchel, le technopédagogue, Christine Saint-Onge, pour la conception graphique et les illustrations. Et bien sûr, nos précieux donateurs sans qui la réalisation de ce projet-là n'aurait pas été possible. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à ma collègue Laurence Labrec qui va vous parler des bienfaits de l'activité physique sur cette maladie-là. Alors, merci Andréane. Donc, à mon tour maintenant de présenter, en fait, je vais vous présenter les sections 7 et 8 du guide, donc les deux dernières qui concernent davantage le traitement par l'activité physique. Mais avant tout, je me présente. Donc, je suis Laurence Labrec. Je suis candidate au doctorat à l'Université Laval et au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, plus connu sous le nom d'Hôpital Laval à Québec. Je suis aussi kinésiologue de formation. Donc, je suis en quelque sorte une spécialiste de l'activité physique de façon à l'intégrer là, dans notre quotidien. Donc, la MAP et l'activité physique. On sait qu'il y a plusieurs approches pour traiter la MAP, que ce soit par la médication, le contrôle des facteurs de risque, les approches d'intervention comme la chirurgie. Mais il y en a un qui est connu comme étant très efficace et rentable, et c'est l'activité physique, vous me voyez venir. Donc, en plus d'améliorer certains symptômes comme la douleur de claudication qu'Andréane a parlé plus tôt, ça améliore aussi la qualité de vie en général. Ça vient prévenir et traiter certains facteurs de risque et en plus, ça diminue la mortalité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient jouer, oui, sur la MAP, mais sur toutes sortes d'autres sphères de la santé humaine. C'est aussi la sédentarité, donc l'inverse de faire de l'activité physique. C'est un facteur de risque qui est le plus facilement modifiable. Donc, il suffit de se lever, de bouger, puis déjà, je suis en train de jouer sur un de mes facteurs de risque sans prendre de médicaments, sans aller consulter le médecin. Donc, plus spécifiquement, les bénéfices de l'exercice, quels sont-ils? Mais dans le contexte de la MAP, c'est certain que ça vient influencer la distance de marche, le temps de marche et le temps de marche sans douleur. Donc, c'est des éléments qui sont très importants dans le contexte de cette maladie-là. Mais c'est aussi un traitement qui a des effets favorables sur les facteurs de risque. Donc, Andréane en a démontré quelques-uns tantôt, mais on parle surtout d'obésité, donc de surpoids, d'hypertension, de diabète, de tabagisme et de cholestérol. Donc, c'est pas rare dans la littérature qu'on voit, par exemple, des gens qui se sont entraînés et qui ont réussi à retirer un antihypertenseur de leur tablette de médication ou qui ont réussi à diminuer leur tour de taille. Ça a aussi des effets bénéfiques sur le vieillissement, que ce soit en termes de densité musculaire, de douleur articulaire. Donc, ça a des effets intéressants à ce niveau-là.
Aussi des effets bénéfiques sur la cognition. Donc, on voit souvent là, dans la littérature des programmes d'entraînement où on voit la capacité de mémoire ou les fonctions exécutives des gens qui sont améliorées à la suite d'un programme d'entraînement. Puis, il y a aussi la prévention cardiovasculaire. Donc, précédemment, Andréane a parlé du risque accru de maladies cardiaques et d'AVC dans la MAP. Eh bien, l'activité physique vient aussi jouer sur la prévention de ces maladies-là. Donc, si je m'entraîne, j'ai peut-être moins de chances là, de subir ces conditions-là. Donc, dans la MAP, on entend souvent parler d'entraînement à la marche et d'aller chercher, généralement, marcher un petit bout jusqu'à ce que la douleur dans mes mollets apparaisse, prendre un repos et recommencer ce cycle-là jusqu'à ce que j'arrive à augmenter la distance avant d'avoir mal ou augmenter la vitesse et ou la pente où est-ce que je vais marcher. Mais il n'y a pas que la marche qui fonctionne là, dans la MAP, même si on recommande beaucoup ce type d'entraînement-là. Il y a aussi, par exemple, le vélo. Donc, que ce soit une bicyclette régulière, un vélo stationnaire à l'intérieur, voire même un pédalage avec les bras, j'en reparlerai plus loin. Donc, c'est aussi un type d'entraînement qui a des avantages. Donc, ça vient, même si on pédale, ça vient améliorer la distance de marche et bien entendu la distance pédalée. Ça améliore aussi la capacité à l'effort. Donc, en général, je vais me sentir mieux quand je m'entraîne, je vais me sentir moins essoufflée, moins fatiguée rapidement. Ça améliore évidemment la force musculaire, plus particulièrement au niveau du membre inférieur, au niveau des jambes. Puis c'est aussi un type d'entraînement qui est sécuritaire, en ce sens où j'ai moins de risques en n'étant pas sur mes deux pieds, j'ai moins de risques de tomber. Puis c'est aussi un type d'entraînement qui est intéressant, là, que ce soit par rapport aux gens qui sont à risque de chute. L'hiver, si j'ai un vélo intérieur, je ne veux pas me risquer à aller marcher sur la glace. Je vais préférer le faire à l'intérieur si j'ai un vélo stationnaire. C'est aussi une façon d'optimiser les déplacements. C'est-à-dire que si j'ai une commission à faire qui est à 30 minutes de marche, bien, c'est peut-être trop loin. Mais si je peux le faire en vélo, ça devient intéressant là, à ce niveau-là pour l'utilisation du vélo. Il y a aussi un type d'entraînement qui est de plus en plus populaire et c'est ce qu'on appelle l'entraînement HIIT. Donc, HIIT pour High Intensity Interval Training ou en français, l'entraînement par intervalle à haute intensité. Donc, vite comme ça fait peur parce qu'on parle de haute intensité, mais je vais vous expliquer plus en détail en quoi ça peut concerner les gens qui sont atteints de la MAP. Donc, en bas à gauche, on a un graphique où un exercice est effectué à intensité modérée. Donc, par exemple, je pars pour une marche de 15 minutes, puis je vais garder la même vitesse, le même niveau d'effort pendant mon 15 minutes de marche. Donc, ça peut paraître un peu long parfois quand on part à une vitesse donnée pendant un nombre de minutes qui est relativement long. Alors qu'à la droite de l'intensité modérée, vous avez un exemple type d'entraînement par intervalle à haute intensité. Donc, c'est un entraînement où on va aller augmenter l'intensité de l'exercice, mais on va l'entrecouper de repos soit passif, donc repos assis, repos debout sans bouger, ou d'exercices à très, très faible intensité. Donc, à ce moment-là, je vais, par exemple, marcher plus rapidement, beaucoup moins longtemps, je vais prendre un repos, je vais marcher plus rapidement, beaucoup moins longtemps, prendre un repos, et ainsi de suite. Donc, ce qui est intéressant avec le HIIT, c'est que ça a des effets égaux, mais voire même supérieurs à l'exercice en continu sur beaucoup de paramètres, mais les plus intéressants sont les suivants, là, notamment la motivation et l'adhésion. Donc, de façon générale, les entraînements sont plus divertissants, sont plus variés. Donc, généralement, on a plus envie de le faire. Puis, c'est aussi plus facile mentalement de se dire « Oh, il me reste 2 intervalles versus il me reste encore 10 minutes de marche. » Donc, généralement, ça nous force plus à terminer l'entraînement qu'on s'était donné. Il y a aussi une amélioration de la marche de la distance de marche, qui est plus importante lorsqu'on fait du HIIT que si on fait de l'exercice en continu. Parce qu'évidemment, on vient chercher une intensité qui est un petit peu plus élevée. C'est aussi associé à une augmentation des activités quotidiennes. Donc, si je me sens plus en forme, je suis plus portée à me lever, à sortir, à faire mes choses. Puis, ça a un effet comme doublement positif l'un sur l'autre. Puis, globalement, l'amélioration de la condition physique semble être un petit peu plus important quand je pratique le HIIT versus si on va pratiquer l'intensité modérée. Il y a une chose cependant qui est très importante, c'est si je décide d'aller travailler le HIIT, donc vu qu'on va chercher des intensités plus élevées, c'est important d'avoir un avis du médecin avant. Donc, d'en parler à son médecin puis de demander ce qu'il en pense.
parce que c'est certain que la maladie peut être associée à des conditions qui font en sorte que l'intensité élevée n'est pas nécessairement recommandée là, chez les patients avec la MAP. Donc, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que bouger doit faire partie du traitement du quotidien des gens qui ont la MAP. Puis là, j'ai parlé de marche, j'ai parlé de vélo, mais tous les sports sont bons. Comme je dis, l'important, c'est vraiment de bouger. Encore une fois, je répète quand même que la vie médicale est importante, surtout si on n'était pas habitué à bouger puis qu'on change nos activités, nos habitudes d'exercice. Avant de changer quelque chose, aller chercher une approbation médicale, c'est important. Puis idéalement, donc si je veux être certain là, d'avoir un certain impact sur ma santé, les recommandations des lignes directrices là, nationales sont les suivantes. Donc, on parle d'avoir des séances d'exercice de 3 à 5 fois par semaine qui durent de 30 à 60 minutes. Et là, rapidement, le 60 minutes peut faire peur, puis on le comprend, mais je vais vous donner un exemple. Donc, si j'ai une fois par semaine qui se fait une journée spécifique, je pourrais fractionner un 30 minutes à 3 périodes de 10 minutes dans ma journée et ce serait calculé comme un 30 minutes une fois par semaine, même si j'ai fait 3 fois 10 minutes. Donc, c'est important de rapporter les séances d'exercice à son niveau pour que ce soit réalisable. Puis, idéalement, c'est certain que dans le contexte de la COVID-19, c'est un petit peu difficile, mais ça doit être supervisé. Donc, que ce soit en allant chercher les services d'un kinésiologue, dans les gyms, ces choses-là, c'est certain que ça aide parce que la progression est accompagnée à ce moment-là. C'est aussi important avant toute activité de s'assurer un petit échauffement. Donc, peu importe l'activité que je fais, on va aller commencer lentement pour un minimum de 5 minutes avant de continuer à une intensité qui est plus importante. Finalement, il y a toutes sortes d'outils qui sont là pour vous aider. Il y a d'abord les appareils stationnaires. Donc, que ce soit à la maison ou dans un centre de conditionnement physique, il y a toutes sortes de choses qui existent puis qui sont accessibles. Il y a d'abord le tapis roulant, qui est intéressant dans la mesure où c'est l'appareil qui nous permet de marcher. C'est certain parfois, des fois, que la courroie tournante est moins évidente pour les gens qui sont en manque d'équilibre. À ce moment-là, on va chercher vraiment un tapis roulant qui a des bonnes barres de protection autour. On a aussi le vélo stationnaire qui est très pratique parce qu'il prend moins de place à l'intérieur, à la maison, ça se fait bien. C'est aussi plus sécuritaire en termes d'équilibre. Il y a le pédalier manuel aussi qui devient de plus en plus disponible dans les magasins là, de matériel sportif. C'est un petit pédalier qu'on peut, par exemple, apposer sur une table pour pédaler avec les bras. Donc, c'est recommandé particulièrement pour les gens qui ont des symptômes très importants au niveau des jambes et qui ont de la difficulté à marcher une certaine quantité de distance. Donc, à ce moment-là, d'aller effectuer de l'exercice avec les bras, ça va quand même avoir un impact au niveau de la condition de santé par l'activité physique et même éventuellement sur la distance de marche. Donc, même si je viens pédaler avec les bras, je peux avoir un impact sur ma distance de marche et c'est vraiment intéressant à ce moment-là. Éventuellement, ça va peut-être me mener à réussir à marcher une certaine distance. Puis généralement, ce qui est intéressant avec ces pédaliers-là, ils peuvent aussi s'apposer par terre devant le fauteuil pour dire quelque chose, puis je peux pédaler en écoutant mon émission préférée. Il y a aussi d'autres appareils stationnaires qui existent comme l'elliptique, les escaliers. Il faut par contre savoir que ces appareils-là ont un niveau minimum d'intensité qui est un petit peu plus élevé. Donc, juste pour activer l'appareil, généralement, ça prend une intensité qui est quand même importante. Donc, ça va être pour des niveaux un peu plus avancés, ces appareils-là, généralement. Et globalement, ce qui est intéressant avec les appareils stationnaires, c'est qu'on peut contrôler la vitesse et la résistance. Donc, on n'est pas dépendant de la température, de la rue dans laquelle on habite, quoi que ce soit. Il y a aussi des outils de suivi qui existent, parce que c'est intéressant quand on commence à s'entraîner de voir qu'on s'améliore un petit peu, que ce soit en termes de distance ou en termes de temps d'exercice. Donc, il y a d'abord le podomètre qui vient mesurer le nombre de pas qu'on fait par jour. Donc, il y a toutes sortes de types de podomètres qui existent de différentes gammes de prix. Ce qu'il faut savoir, c'est si vous choisissez d'avoir un podomètre pour savoir s'il est relativement fiable, il suffit, par exemple, de prendre le podomètre, de l'attacher à la ceinture, puis de faire, exemple, 30 pas. Puis, si c'est entre plus ou moins un pas, donc de 29 à 31, on pourrait dire que c'est un podomètre qui est fiable, donc qui est intéressant. Si ça dépasse de beaucoup le 30, que ce soit à la négative ou dans le positif, ben là, ça risque de ne pas compter tellement bien, en fait. Il y a aussi les appareils intelligents. Comme ça, rapidement, on pense entre autres là, au téléphone et aux tablettes
qui sont munis souvent de toutes sortes d'applications pour faire un suivi de l'activité physique, que ce soit la distance, juste de noter les activités qu'on a fait dans une semaine. Donc, il y a toutes sortes d'applications qui existent. Il faut parfois être vigilant là, par rapport à les informations qu'on entre. Si l'application ne nous demande pas notre âge, notre sexe, notre condition de santé, il ne faut peut-être pas trop se fier aux objectifs qu'ils donnent, mais simplement les utiliser pour comptabiliser ce qu'on fait. Il y a aussi les appareils au poignet qui sont en fait des montres là, qui sont intéressantes dans la mesure où elles généralement comprennent soit un capteur de fréquence cardiaque, un GPS, aussi parfois même le podomètre. C'est certain qu'elles sont généralement plus coûteuses, mais ça permet de comptabiliser par exemple la distance marchée, en combien de temps, le temps marché, à quelle vitesse. Donc généralement, on est capable d'aller chercher des cibles là, d'amélioration à ce niveau-là. Puis, voilà. Donc, généralement, il faut choisir quelque chose là, qui est en fonction de notre budget, des choses qu'on aime faire, puis aussi le stade de la maladie. Il ne faudrait pas viser à faire 30 minutes d'escalier si on a un certain stade de la maladie, c'est certain. Alors, merci Laurence pour ces explications. C'est vraiment intéressant de voir à quel point le sport et des fois d'un entraînement qui est aussi simple que la marche là, peut aider énormément pour les patients atteints de la MAP. J'avais quelques questions pour toi. Comment est-ce que l'exercice entraîne une amélioration de la condition de manière plus concrète peut-être? Mm-hmm. Le mécanisme le plus reconnu, c'est en fait quand on atteint le stade de la douleur à la marche, les muscles, les vaisseaux envoient des signaux comme quoi ils sont en souffrance, si on peut dire, et qu'ils manquent d'oxygène parce que le sang ne se rend pas au muscle qui a besoin là, d'un apport en énergie pour fonctionner. Donc, généralement, ce que ça entraîne, c'est une cascade de signaux complexes, mais ultimement qui mènent à la création de nouveaux vaisseaux. Donc, c'est comme un peu, au lieu d'avoir l'autoroute, là, on a les différentes sorties pour contourner les autoroutes qui sont bloquées. Puis, ultimement, il y a une amélioration de l'apport sanguin qui se fait de cette façon-là. Tu nous as parlé, en fait, des différents appareils de suivi. Concrètement, comment un patient pourrait les utiliser dans son entraînement, finalement? C'est une bonne question. Si je pense, par exemple, au podomètre, parce que c'est quelque chose de très accessible, puis même les téléphones, les montres vont calculer le nombre de pas. Mais moi, ce que je proposerais, c'est de porter la montre, le podomètre ou le téléphone sur soi dans ses poches pendant un certain nombre de jours et de regarder en moyenne dans une journée normale quel nombre de pas je fais. Puis ensuite, de viser, généralement, on dit de 500 à 1000 pas par jour pour une amélioration. Donc, si par exemple, j'ajoute une marche de 10 minutes, combien de pas ça va m'ajouter en plus? Mais ce qui est important, donc on viserait un 500 à 1000 pas par rapport à une journée normale d'amélioration. Mais c'est certain que peut-être que pour quelqu'un, ça peut être beaucoup 500. Donc, pourquoi pas viser 200 ou 250 de plus? Donc, l'important, c'est, puis on peut augmenter à petite échelle de 100 pas par jour si on veut, mais l'important, c'est d'avoir toujours un petit peu plus à chaque fois, mais que ce soit réalisable. Ce ne serait pas très réaliste de dire qu'on va augmenter de 3000 pas dans une journée. Oui, effectivement. Je me demandais, tu nous parles effectivement d'ajouter peut-être 100, 500 pas. Ça s'ajoute finalement à ce qu'on marche, qu'une personne normale marcherait finalement dans une journée. C'est quoi à peu près un ordre de grandeur qu'on marcherait normalement dans une journée? Ça dépend beaucoup de la nature du travail qu'on fait, de la nature des déplacements qu'on fait. Hein. Quelqu'un qui marche jusqu'au travail, généralement, va faire beaucoup plus de pas. Je vous dirais qu'en fait, les recommandations là, des grandes instances de santé disent 10 000 pas par jour. Mais je vous dirais que quelqu'un qui a un travail assis, qui se déplace en voiture, ça va tourner plus autour d'un 6 000 pas par jour. Quelqu'un qui ne se force pas là, pour avoir une distance de marche, un nombre de pas intéressant, c'est plus autour de 6 000, mais ça peut être moins que ça aussi. Donc, l'amélioration va être proportionnelle à un peu ce que je fais. Mais voilà. OK. Puis, il y a la marche que tu nous as parlé beaucoup, mais tu nous l'as parlé en deux modes. Un mode plutôt, on reste au même niveau, puis à des modes par intervalle plus à haute intensité. Je me demandais, un patient, comment il fait la distinction finalement entre un mode plus régulier et un mode haute intensité? Finalement, comment on détermine l'intensité? Ça dépend beaucoup du stade de la maladie.
je crois. Si on a un stade qui est plutôt faible, pas très avancé de la maladie, il y a une certaine vitesse à laquelle je vais être capable de marcher pendant un bon nombre de temps, qu'on va considérer qu'il y a de l'intensité modérée. Et puis, d'aller augmenter la vitesse, ça va venir chercher là, la vitesse, l'effort qui va créer les symptômes. Et c'est certain, quelqu'un qui a un stade de maladie beaucoup plus avancé va en fait faire de l'entraînement par intervalle de nature parce qu'il va arrêter après 200 mètres, 500 mètres de marche, par exemple. Donc, il y a comme une distinction à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher l'avis du médecin avant d'aller chercher ces intensités-là. Puis, l'entraînement par intervalle peut aussi se faire au vélo, au golf, peu importe, en marchant. Mais à vélo, généralement, les symptômes apparaissent moins parce que c'est plus les cuisses qui travaillent, moins les mollets. L'atteinte au niveau des cuisses existe, là, mais elle est moins fréquente. Généralement, la maladie vise plus bas. Donc, ça se peut qu'à vélo, je ne suis pas capable de maintenir une vitesse en modéré, puis que j'essaie de faire des intervalles sur le vélo stationnaire à l'intérieur, par exemple. Oui, mais est-ce que tu suggères de travailler dans la douleur? Il ne faudrait pas que le patient travaille dans la douleur, finalement, de ce que je comprends en lien avec ce que tu disais. En fait, oui. Ce qu'il faut faire, c'est aller chercher, exemple, la vitesse qui, en 4 minutes, me fait atteindre une douleur au niveau des mollets. Là, à ce moment-là, je me repose. Fait que là, ça vient créer le stress pour éventuellement créer un prolongement des vaisseaux pour apporter le sang. Puis là, c'est les circuits de douleur-repos, douleur-repos, douleur-repos qui vont vraiment créer un stimulus pour la création là, des nouveaux vaisseaux. Cela dit, une marche continue qui ne crée pas de symptômes est mieux que rien. Oui, c'est vraiment explicatif, effectivement. Puis, ce que j'en retiens aussi, c'est d'y aller avec un peu ce qu'on aime aussi, là. Si c'est plus le vélo, si c'est plus le golf, comme tu mentionnes, peut-être d'y aller, de débuter par ça, puis après ça, peut-être transférer dans d'autres sports. Merci à vous deux pour la présentation de ce guide. J'invite les gens qui nous écouteraient à nous suivre sur les réseaux sociaux. Également, on a une infolettre. N'hésitez pas également à regarder les nouvelles à l'intérieur de ça pour être au fait des nouvelles finalement médicales de la MAP. Et aussi, on vous invite à regarder les autres vidéos en lien avec le guide et évidemment à le télécharger, à visiter notre site Internet pour un peu plus d'informations. Alors, merci à vous deux. Bonne journée. Merci.